Je vous invite maintenant à une table ronde autour des biais racistes et de genre. Enfin, je dis je, mais c'est l'une de nos hôtes qui vous propose cette discussion, après laquelle, et ça va finir par devenir une habitude, vous pourrez poser vos questions à vous. Juriste en droit public et en droit académique avec un focus sur la compliance, la digitalisation et l'inclusion, notre prochaine invitée est déléguée à la protection des données pour la HESSO Fribourg, ainsi que répondante cantonale aux données. Professeure associée à la Haute École de Gestion Fribourg, elle y enseigne le droit de la propriété intellectuelle, le droit des technologies de l'information et de la communication, en particulier la protection des données, la gestion des données industrielles et de recherche. Elle s'implique également dans des projets sociaux à travers ses multiples associations telles que Structurelles ou encore 38,5. Depuis 2004, elle est membre de la Commission fédérale pour les questions féminines. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la professeure associée Maya Dougou. Rebonjour, ça va mieux comme ça. Donc je vous rassure, je ne vais pas tenir un discours puisqu'on a la chance d'avoir des invités qui vont présenter en 5-10 minutes leur focus également. Et ensuite, on passe à la table ronde. On va adresser l'innovation à travers les données avec quelques leviers sur lesquels on peut bien évidemment agir. Donc, on a la chance d'avoir M. Florent Thouvenin de l'Université de Zurich, Cécile Marel, vous l'avez déjà entendu et rencontré, ainsi que la docteure Sama Poss, qui est à la Commission cantonale vaudoise d'éthique de la recherche sur l'être humain. Moi, je vais m'occuper de la modération. Je vais lancer une de discussions, principalement tirée pour votre information du rapport d'égalité fédérale sur les questions de digitalisation allemand. Pourquoi ? Parce que c'est un des seuls, en fait, qui a pris des métriques sur toutes les perspectives de genre dans le numérique, et il est inspirant pour lancer la discussion avec nos hôtes. Donc, voilà. Un petit peu plus d'informations sur Sama. Et puis, je t'en prie, tu peux déjà te joindre, ou bien oui, à nous, comme ça, tu peux sans autre t'installer. Et puis après, ce sera donc Sama, qui est chargée d'enseignement à l'université de Neuchâtel, est chargée de cours et d'IPO à Unidistance. Sama Poss est également membre de la commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain du canton de Vaud, la fameuse CER. Pour information, le canton de Fribourg a, il y a quelques 20 ans en arrière, jugé qu'on n'en avait pas besoin de la commission d'éthique dans le canton de Fribourg. Donc, nous dépendons de votre commission. Merci. Ces activités de recherche et d'enseignement portent essentiellement sur la protection des données personnelles et sur le droit public, avec un accent sur la transparence de l'activité étatique, la transition numérique de l'administration et le droit de la migration. Florent Thouvenin, que j'invite également à se joindre à nous, est professeur ordinaire de droit et de l'information et de la communication à la faculté de droit à l'université de Zurich. Il préside le comité directeur du Center for Information Technology, Society and Law, ITSL, de l'université de Zurich, et est également président du Forum suisse du droit de la communication. Dans le cadre de ses recherches, il s'intéresse aux questions juridiques liées à la numérisation en mettant l'accent sur le droit d'auteur et la protection des données. Pour information, c'est également un des porteurs de cette recherche qui a été attribuée par la Commission fédérale des questions féminines et par la Commission contre le racisme pour analyser le cadre juridique adressant justement les biais algorithmiques. Sans plus tarder, je passe la parole à Florent qui va faire un petit input juridique en anglais pour que vous puissiez savoir d'où on part et de quoi est-ce qu'on va discuter. Je t'en prie. 5-10. D'accord, ok. Bon, on va voir. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette invitation. Petite information personnelle, malgré mon nom français, je ne suis pas de langue maternelle française. C'est pour ça que je suis
très content que je peux présenter en anglais et puis après on va voir pour la discussion si je serai capable de me débrouiller plus ou moins. So, you are all aware of the fact that the European legislator has adopted the so-called EU AI Act in June this year, June 13th actually, where the European Union tries to regulate artificial intelligence as a technology, which is kind of an unusual approach for law to be taken for various reasons. I will mention some of them in the course of my presentation. One of the reasons for choosing this option was that some of the member states of the European Union started relatively early on to think about enacting laws on AI, and the European Commission wanted to avoid having some sort of patchwork regulation in the European Union. So they moved forward relatively quickly and decided to use their power with regard to the regulation of the internal market by regulating AI as a technology. On top of that, there were important political promises by Ursula von der Leyen when she became president for the first time. At that time, AI seemed to be more of a risk than of a promise, and she promised everyone in the European Union to get rid of these risks and problems by implying or applying a so-called risk-based approach within the EU AI Act that prohibits certain AI practices that seem particularly problematic, for example, social scoring systems, by introducing limited transparency obligations for AI systems that cause limited risks, and most importantly, by coming up with a series of very general conditions that need to be met for high-risk AI systems, so systems that, in the eye of the European legislator, could pose relevant risk, for example, in the sector of education, social security, etc., etc. So there's no time and no need to go into a lot of detail because my focus is on what could be a better approach than the one taken by the European Union. And this is why I would like to use this slide to show you to some extent why I believe that regulating AI as a technology within an AI Act is not a very meaningful approach. Consider we have this huge piece of regulation that is now binding in the European Union or will become binding step by step in the course of the next few months. On top of that, there will be a series of mandated technical standards that will be very much more specific with regard to some of the aspects regulated in the AI Act. These standards will be applicable potentially globally, could also be used by Swiss judges when it comes to deciding whether, for example, if some AI system has caused a damage, whether the use of that system was faulty or not, will most probably also be decided by judges based on the fact that they complied with some of these technical standards, yes or no. In case they didn't, then it will be relatively easy for a judge to assume that there was fault. On top of these standards, quite obviously, in all European member states and also in Switzerland, we do have the entire legal system that is applicable. So many provisions, for example, in the Civil Code, protection of personality, code of obligation with regard to liability, some anti-discrimination laws, very limited, so unfortunately in Switzerland with regard to private actors, data protection law, unfair competition law, etc. So the space is actually already covered to a very large extent, and on top of what we already have that actually covers all sorts of potential harms and risks that you can think of, there is this AI Act that comes on top of it, and then on top of all of this, there is a series of sector-specific regulations like the Act on Medical Products, Road Traffic, and Road Traffic Ordinance that regulates automated driving. So you can see quite clearly that the space is already very clouded and and very complicated, and you can easily, and this is my most important point, get rid of the AI Act without losing anything. I have not had the chance yet to present it in Brussels. I'm sure people there would not be super amused by this proposal. Does anyone know what this picture relates to? Yes, please. I guess they were afraid the car was driving too fast. Yes, absolutely. That relates to the so-called Red Flag Act
that was enacted more than 100 years ago in the UK, when cars were first introduced on British roads. And this act contained a lot of restrictions with regard to using this technology live. So, for example, the act says there need always to be at least 2 people sitting in the car, and 1 person walking in front of the car waving a red flag, and another person walking after the car, unfortunately that person is not in the picture, waving another red flag. Because this technology is so super dangerous. Yes, it is true, but has this act solved any problem? Not sure. Many people died on the road at the later stage all the same, and some cynics say that this red flag act actually is, until today, the most important single reason for for the fact that British cars actually still lag behind in a technology perspective. And this is actually also what many people fear with regard to the AI Act. You can see quite clearly that the European Commission now tries to kind of remedy that problem by investing, or at least telling to invest a lot of money into the development of AI. Some big players have already said that they will not use their models within the European Union, the Llama model of Meta, for example. So it's not really a good sign and probably not a very productive approach. I will not go into too much detail here at all. The slides will, I assume, be shared with everyone afterwards, so you can have a quick look at what is here on the slide. As was mentioned before by Professor Amarell, yesterday the Federal Council actually published its report on what Switzerland will do, and they will do what quite many people in this space have advocated for quite some time. We will not have a Swiss AI Act, but instead we'll have a series of small adjustments and amendments of the legal system as we have it today, because as you could see in that previous slide, basically the space is already occupied, which does not mean, however, that all the provisions that we have are able to really address and meet some specific issues that can be caused by AI. So yes, some adaptations of the law will definitely be necessary, but we should not regulate AI as a technology. One of the reasons has already become very clear if you look at the development of the AI Act. If you regulate the technology, you are tempted to define the technology, because the definition of the technology will also define the scope of application of the Act. So, and for that reason, and given that AI, the development of AI is so fast, there were a series of different ways or different definitions of this technology discussed and adopted in the various drafts. And once the European Commission was of the opinion that they were already relatively close to some sort of solution, ChatGPT entered into the market, and everything had to be rethought again. And even now, that in last summer, people agreed on, a basic understanding of this technology and adopted a definition that seemed to make a lot of sense. Even now, we just had published this week an annex of the European Commission where they again try to not change the definition of AI. They can't do that because this is binding law now, but they adapted, provided some language that would lead to a bit of a different perspective on what AI, what the definition of AI actually covers. Now in Switzerland, I've seen I'm running out of time. We will have a technology neutral approach. That makes a lot of sense. The focus should be on harms that can be caused by the application and use of these technologies, and the combination of generally applicable horizontal rules and sector-specific vertical rules. The harms, the most important challenges that need to be addressed by the legislator are the ones here on the slide. Transparency is an issue, so people need to know that they interact with an AI system. They need to be able to understand to some extent how these systems actually work. Discrimination is a big problem. As I have mentioned, Swiss law is lagging behind here dramatically because there is no general prohibition of discrimination that applies to private actors. Data protection law is challenged but can be applied. Manipulation is an issue, and then we have liability and safety issues that need to be addressed. Without going into any detail on these slides, let me just finish with this very basic and broad overview. This is more or less what we can expect that will happen in the next few years. Some adjustments of data protection law to ensure transparency.
And also within data protection, the classic data protection law issues, some amendments will probably be needed. Manipulation can hardly be regulated as such. We can apply unfair competition law and the protection of personality rights in the civil code. We will have to adapt some of the liability provisions, especially the Product Liability Act, and we should introduce in Switzerland an Equal Treatment Act similar to the one that is enacted in Germany, or adjust data protection law to cover discrimination by private actors, or we can try to solve the problem based on the protection of personality in Swiss law. So basically, this is kind of you could call it a patchwork approach. That sounds kind of negative. I prefer to call it, a very specific and tailor-made approach, so adapting some of the provisions that we have to make sure that Swiss law will be able to address the issues that can be caused by the use of artificial intelligence. Thank you very much. Suivant. C'est déjà. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots pour remercier Maya pour l'invitation et ainsi que toutes les organisatrices et organisateurs de cette journée. Sachez que c'est un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, le sujet, quand on en a discuté avec Maya, on a parlé de innovation figée par une valorisation des données biaisées. Et je me suis dit, mais on peut aborder cette thématique de 1001 manières. Et pour ma part, j'ai choisi de peut-être faire un focus sur l'intelligence artificielle, le genre et la recherche sur l'être humain. Pourquoi cette thématique? Parce que je suis membre de la CRVD depuis le 1er juillet 2024, mais aussi en tant qu'être humain, nous sommes toutes et tous concernés par ces questions. Un jour ou l'autre, on devra aller chez le médecin prendre des médicaments avec l'espérance de vie qui se prolonge. C'est une question, une thématique qui, à mon sens, est centrale. Voilà, donc aujourd'hui, c'est peut-être vous le savez, mais l'intelligence artificielle colonise notre quotidien petit à petit. Donc elle a une croissance importante dans tous les domaines, dans l'ingénierie, dans les transports. Donc grâce à l'intelligence artificielle, entre autres, en plus d'autres technologies, on a eu un développement des trafics ferroviaires, aériens, fluviaux, etc. On a plus de sécurité en matière d'emploi. On a créé, la technologie a permis de vraiment certaines tâches récurrentes, répétitives et chronophages. On a permis à ce qu'elles soient déléguées à des machines. Donc là, il y a un grand gain d'efficacité, d'efficience, de temps, de ressources qui est énorme. En matière d'éducation, donc, pour travailler dans une institution qui est pionnière en manière d'enseignement à distance, on utilise beaucoup, à unidistance, on utilise beaucoup de technologies numériques. Et là aussi, on peut voir vraiment des progrès et des avantages qui sont certains. En matière de santé, aujourd'hui, on arrive à sauver des vies. Donc, par exemple, des prématurés d'à peine quelques mois arrivent à survivre, à se développer. On arrive à faire des prothèses, à améliorer le quotidien de personnes qui souffrent de maladies qui peuvent être douloureuses et lourdes à porter autant pour les personnes concernées que pour leur entourage. Et donc, il est vrai, on a intérêt à la technologie. On doit lui faire une place. L'IA en fait partie. Par contre, on a cette balance, cette pesée des intérêts à faire. La recherche sur l'être humain est un domaine très important. Pourquoi? Parce que c'est des questions de santé publique. Il y a un intérêt commun à la science. La Constitution garantit la liberté de la science et de l'éducation. Par contre, on a aussi à côté l'être humain. L'être humain qui doit quand même rester au centre.
On a les droits fondamentaux des individus à protéger, le droit à la vie, le droit à la liberté personnelle, le droit à la protection de ces données personnelles. Donc on parle de droit à l'autodétermination informationnelle, on a la dignité humaine, etc. Et puis à côté, en matière de droit civil, on a la protection de la personnalité des personnes concernées. Et tous ces éléments-là doivent être mis en balance. Donc, la Constitution fédérale, en plus de la loi sur la recherche sur l'être humain, mais aussi les nombreux textes internationaux, encouragent la science, les avancées scientifiques, mais tous ces textes rappellent que l'individu doit rester au centre. Donc, on rappelle l'importance de protéger l'individu. Pourquoi? Parce que la recherche, autant elle présente des avantages certains, elle présente aussi des risques importants pour les personnes concernées. Si je prends un traitement qui n'est pas adapté, je pourrais en mourir. Il y a des personnes qui peuvent garder des séquelles à vie. Et souvent, les personnes qui se prêtent, qui acceptent de participer à des projets de recherche, n'en bénéficient pas directement. Elles le font par altruisme pour la plupart. Elles le font pour les générations futures, mais elles n'en bénéficient pas. Elles prennent un risque qui est important. D'où l'importance de cette protection. Donc le cadre légal international, aujourd'hui, je vais vous l'épargner parce qu'il est très dense. Peut-être j'aimerais souligner l'article 13 de la Convention d'Helsinki qui rappelle l'importance de ne pas discriminer, en tout cas d'inclure les minorités. On a la Constitution fédérale, et là, Madame Amarel vous en a parlé tout à l'heure. On a l'article 7 de la Constitution qui protège la dignité humaine. On a l'article 10 qui protège le droit à la vie, à l'intégrité, à la liberté, intégrité physique, psychique, etc. On a l'article 11 de la Constitution qui protège les enfants et les jeunes. On a l'article 13 qui protège le droit à l'autodétermination informationnelle. Et donc, on a tout un faisceau de droits qui protègent l'individu et qui peuvent entrer en ligne de compte quand on a affaire à la recherche sur l'être humain. Au niveau de la Constitution, on a aussi l'article 118b qui pose le cadre légal pour la recherche scientifique au niveau fédéral. Et donc la législation en matière de recherche sur l'être humain, pour l'essentiel, on a la loi sur la recherche sur l'être humain et les ordonnances d'application. Et puis on a l'article 6 de la loi sur la recherche sur l'être humain qui est très important car il interdit les discriminations dans le cadre de la recherche. Donc il nous dit qu'il est interdit de surreprésenter un groupe ou d'écarter de groupe sans raison valable, donc sans raison objective. Et donc, à côté de ce dispositif, on a encore la loi sur, en tout cas, la législation en matière de protection des données qui intervient. J'aimerais vous parler des recommandations nationales. Donc, il faut savoir que l'association suisse de commission en matière d'éthique, Suisse Éthique, a adopté des recommandations sur comment on doit gérer les questions liées au sexe et au genre. Et donc, dans ces recommandations, pour l'essentiel, elle adresse les questions qui sont un peu générales aux questions de genre dans le cadre de la recherche sur l'être humain. Et puis, je vais vous présenter quelques aspects d'un document qui a été créé par la CRVD, donc la commission pour laquelle je travaille, qui est intitulé « Intelligence artificielle et recherche sur l'être humain ». Et donc, la CRVD souligne certains points qui doivent être considérés, en tout cas qui doivent être adressés dans le cadre dans le cadre de la soumission des projets qui lui sont soumis. Il faut savoir qu'en se penchant sur cette question, on retrouve des problématiques qui, à mon sens, sont traditionnelles. Pourquoi traditionnelles? Parce que c'est des biais qui reflètent les discriminations qui sont déjà présentes dans nos sociétés. Donc, autant que ce soit dans le monde du numérique, protection des données, que dans le cadre de l'utilisation de l'IA, on retrouve des biais qui représentent un peu
ce que nous vivons, en tout cas ce qui se reflète dans nos sociétés actuelles. Et il s'agit de discrimination en raison du sexe et du genre, de l'âge, de la santé, mais aussi des origines sociales, raciales ou ethniques. Une fois, j'ai vu un documentaire, c'était des jeunes issus de banlieues françaises qui envoyaient un CV, un dossier de postulation, et dans les 5 minutes, ils avaient une réponse. Et puis ils en riaient, ils disaient bah oui, mais elle est complètement tarée, cette dame, elle me répond dans les 5 minutes chrono. Mais en fait, il ne s'agit sûrement pas d'une personne humaine ou physique derrière, mais d'intelligence artificielle. Et donc voilà, on me signale qu'il ne me reste plus qu'1 minute, mais on pourrait discuter d'autres aspects dans le cadre des questions-réponses. Il faut savoir que le Swiss Ethic a souligné certains éléments. On se rend compte que souvent, dans le cadre de la recherche, toutes les questions en lien avec les diversités sexuelles et de genre sont très peu traitées dans le cadre de la recherche sur l'être humain. Il y a une tendance carrément des équipes de recherche d'ignorer ou de négliger. Parfois, ce n'est même pas voulu, c'est juste par méconnaissance, en tout cas par manque de sensibilisation. Non seulement dans la manière dont ils élaborent leurs projets et définissent la population qu'ils étudient, mais aussi dans la manière dans laquelle ils analysent, interprètent et publient leurs résultats. Et cette attitude est en contradiction non seulement avec la déclaration d'Helsinki, mais aussi avec l'article 6 de la LRH. Et donc, le document étant public, j'ai mis le lien dans le document, vous pourrez y accéder. Il faut savoir que la CRVD a développé des questions à considérer par les équipes de recherche qui s'articulent autour de 4 axes principaux. Donc, ils doivent justifier pourquoi ils ont recours à l'IA et, le cas échéant, quelles modalités d'IA ils utilisent. Comment est-ce que ces modèles sont entraînés? Quelle est la pertinence de ces modèles-là, plus précisément? Il y a aussi la question par rapport à l'impact des modèles envisagés. Donc, quels seront les impacts? Les résultats, quels sont les résultats de l'analyse? Quels sont les résultats? Quels sont les effets sur et la criticité de ces modèles? On regarde aussi quelles sont les mesures établies afin de clarifier, le cas échéant, de mitiger les biais, comment on les réévalue, comment on détermine la capacité du modèle de justifier les réponses générées pour un cas précis. Donc on est dans le cadre de l'explicabilité, ainsi de suite. On a aussi des questions en lien avec la confidentialité. Et puis avec la confidentialité, ce qu'il faut savoir, c'est la confidentialité, c'est quelles sont les sources des données d'entraînement? Est-ce qu'elles ont été collectées avec le consentement de manière transparente, c'est-à-dire est-ce que les personnes ont été bien informées? Est-ce qu'elles ont donné un consentement éclairé? Quel est le statut et les méthodes de gestion de ces données? Donc si on a affaire à des données qui sont sensibles, on doit les protéger différemment. Quelles sont les personnes qui ont accès à ces données, brutes ou transformées? Et donc, en principe, c'est des personnes, un cercle très restreint de personnes et pas l'entier de l'équipe ou de certains hôpitaux universitaires. Quels sont les risques de reverse engineering et de backlinking sur les personnes? Et ensuite, en cas de problème, quelles sont les responsabilités? Donc, comment sont transmis les résultats du projet aux personnes concernées? Quelles sont les mesures envisagées pour identifier, en tout cas corriger les erreurs? Et quelles sont les mesures pour répondre à des dommages éventuels? Si une personne subit un dommage en lien avec l'utilisation d'une IA, par exemple, quand on parle de domaine en matière de santé, par exemple, si on opère une personne avec l'IA et que l'IA se trompe à 1 centimètre près, ça peut créer des dommages irréversibles. Et puis, en conclusion, je rejoins un peu certaines considérations qui ont été développées par la professeure Amarelle. On a affaire à un cadre légal fragmenté et laculaire.
là, j'ai pris un axe pour ne pas me perdre. J'ai pris la recherche sur l'être humain. Et là aussi, vous avez vu, on a plusieurs niveaux de disposition. On a des dispositions un peu éparpillées dans les instruments. On a affaire à des projets de recherche qui utilisent l'IA actuellement, qui sont de plus en plus complexes. Et puis, ce qui nous ramène à dire, finalement, les questions de IA et genre, ce n'est pas vraiment une révolution, mais c'est une continuité de ce qu'on vit dans nos sociétés actuelles. Et c'est, à mon avis, je suis désolée de la faute de frappe, c'est à mon avis une problématique complexe qui appelle une approche et des réponses multidimensionnelles, qui ne peut pas être adressée par un prisme juridique, médical, technologique, etc. Et donc, je vous ai mis la bibliographie. J'aimerais attirer l'attention sur les contributions d'un de mes collègues de la CRVD, donc Florian Jaton, qui a écrit un livre qui va très loin sur ces questions-là. Je vous ai mis le lien, il est publié en open access. Ça marche. Alors, j'ai de la chance d'être avec 3 juristes où chacun a la considération de « ça dépend ». Donc, on dit 2 juristes, 3 avis. On en a 4, mais 3. Donc, on a entendu durant toute la matinée et le début d'après-midi l'importance des données, leur utilisation multiple, la base qu'ils forment dans toute une série de décisions, peu importe le domaine. Mais on sait aussi que Internet n'oublie jamais rien. Hein ? C'est un petit peu un principe comme ça, quand on apprend la première fois qu'on se connecte, on nous dit « attention, ce que tu publies, ça reste à vie ». Donc ces bases de données qui sont biaisées, qui sont incomplètes, qui sont parfois même fausses, qui a la responsabilité d'effacer certaines données de manière définitive ? Là, je mets définitive entre guillemets, parce que visiblement, c'est déjà assez complexe de les effacer de manière définitive, bien que ce soit une obligation. Mais qui a cette obligation d'implémenter des nouvelles données avec un volume suffisant pour rétablir cette base de la recherche et de l'innovation. Et si je regarde le profil des 3 juristes qui sont là face à vous, on a le domaine des politiques publiques, avec Cesla, on a le domaine de la recherche des systèmes, de l'ingénierie presque économique avec Florent, et on a le domaine de l'éthique, de la protection de la personnalité avec Sama. Donc forcément que leur réponse à cette question va peut-être varier ou pas. Ça dépend. Ça dépend. Je t'en prie. C'est à moi. Merci beaucoup pour cette question. Ça pose le problème du droit à l'oubli, ça pose le problème de qui est détenteur des plateformes. Évidemment, comme prof de droit public, je suis un peu frustrée par cette situation parce que je pense qu'il y a un réel intérêt public à pouvoir voir, non pas nécessairement l'État, mais en tout cas, avoir de pouvoir voir reconnaître un intérêt public dans le fait de pouvoir avoir la main un peu sur ce qui se passe dans les plateformes. Et pour l'instant, il faut quand même bien se le dire, c'est à la personne d'aller évidemment faire le nécessaire pour nettoyer ces données, d'avoir le lien avec les détenteurs des plateformes, etc. Donc, à titre personnel, c'est vrai que je trouve que cette situation
pour l'avoir vécu personnellement aussi, pour avoir vécu des personnes qui souhaitaient voir enlever un certain nombre d'éléments qui provenaient de groupuscules extrêmes. C'est vrai que pour avoir été conseillère nationale aussi, avoir été très, en première ligne, parce que c'est souvent les conseillers nationaux qui occupent l'espace médiatique et numérique sur les questions des débats politiques sensibles, je constate que voilà, il y a une privatisation extrême de ces problèmes qui relèvent surtout du droit privé. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Du coup, on adresse les plateformes avec tous ces schémas, toutes ces couleurs déjà d'obligation pour les plateformes. Ton avis, Florent ? Bon, merci beaucoup. Je vais essayer au français, peut-être je vais changer en anglais si ça ne marche pas, on va voir. Alors, tout d'abord, on a parlé de la protection des données, bien sûr, et cette loi en Suisse et aussi en Europe, elle contient une série de principes très généraux. Un des principes, c'est le principe que les données personnelles doivent être correctes. Et c'est un principe qui est applicable partout si on travaille avec des données personnelles. Donc, les plateformes, les institutions de recherche, les développeurs d'IA, etc., ils ont cette obligation. Ce que ça veut dire, et si c'est possible d'arriver à un état de fait où on peut dire, bon, ma base de données énorme avec des billions de données dedans, c'est tout correct, c'est une autre question. Mais en principe, la règle, elle est loin. Elle est là. En plus, tu as parlé du fait que l'Internet n'oublie jamais. C'est une phrase avec laquelle ma petite fille, qui a 11 ans maintenant, est rentrée de l'école. Je crois que c'est très important que les jeunes ils apprennent ça quand ils sont encore très jeunes pour comprendre ce qui peut se passer. C'est aussi un problème avec lequel on a discuté il y a déjà 10 ou 15 ans. On a une provision dans, c'est quoi, RGDP, c'est ça, sur le droit à la right to delete, le droit à l'effacement. Et pendant la discussion politique, l'idée était d'introduire une obligation à chaque entité qui procède des données d'avoir une modalité pour mettre en marche un système that allows an individual to address whatever sort of data controller and ask them to actually delete the data that they shared with this controller on all platforms and websites around the globe. So that was the initial promise made by the European legislature early on while they were working on the GDPR. And unsurprisingly became clear that this would be impossible. No one, not Facebook, not Google, no one would be able to actually make sure that data that was published on any platform could be deleted on all sorts of websites where this data could be found. So step by step, this very big promise had to be reduced to a very simple and modest right to delete that only exists if a series of conditions are met. So we stick with the fact that we need to be aware of what we share, because once it's out there, we're unable to control it. Alors, moi, je rejoins un peu ce qui a déjà été dit. Pour moi, il faut considérer peut-être la question sous 3 angles. Déjà, on est les premiers responsables de la protection de nos données. Par exemple, j'ai vu un jour dans une conférence, le préposé a dit « Mais écoutez, quand vous venez me voir pour vous plaindre, c'est déjà trop tard. On est les premiers responsables de la protection de nos données. » Donc, avant de consentir, déjà le consentement. Quand on est sur les plateformes, on donne un consentement. On appelle ça souvent le consentement fatigue. J'ai envie d'aller vite, d'accéder vite à cette application. Et j'accepte de partager mes données. Déjà là, à ce niveau-là, de bien paramétrer et donner le strict Combien de fois je suis arrivée, par exemple, devant un frigo pour
prendre un plat à l'emporter, ces frigos, je ne sais pas comment on les appelle numériques, comme on a à Neuchâtel, c'est cela. Et puis, en fait, on doit installer une application, accepter. Et puis, je n'avais pas le temps de lire parce que j'avais un cours après et je suis partie sans prendre mon repas. Bon, voilà, c'est une déformation professionnelle. On est les premiers responsables de la protection de nos données. Donc, on a l'instrument, le consentement. Et le consentement, il peut être retiré en tout temps. Je peux le donner et puis le lendemain, je peux dire stop, je ne veux plus. Je m'oppose au traitement de mes données. Et donc, je peux exiger que le responsable du traitement, du moment où le traitement n'est pas prévu par une base légale, stoppe le traitement. Je peux faire agir sur la base de l'article 32, quand le responsable de 32 de la loi sur la protection des données, quand le responsable de traitement est une personne privée. Et lorsque c'est un organe fédéral, par exemple, c'est l'article 41 de la loi sur la protection des données. Après, il y a le principe que le professeur Touvenin vient de nous expliquer, l'exactitude des données. Moi, il y a quelques mois, j'ai reçu un appel c'est une entreprise qui m'a contactée et qui m'a dit « Oui, bonjour Madame Ousmane ». Et puis, c'était mon nom de jeune fille, il y a 15 ans. Donc, les données ne sont plus exactes. Vous habitez toujours à tel endroit. C'était mon appartement de quand j'étais étudiante. Puis, j'explique à la dame, mais très gentiment, qu'elle devrait effacer parce que les données ne sont plus exactes. Elle me dit non, c'est la loi. J'ai OK, alors je contacte le préposé fédéral et là, on m'a rappelé, on m'a dit que c'était tout bon. Donc, il y a cette action qu'on peut aussi faire. Et puis, ça ne m'étonne pas s'il y a de la résistance. À ce moment-là, il faut saisir le préposé fédéral. Souvent, quand c'est des grosses entreprises qui font la même chose avec différentes personnes, à ce moment-là, on peut avoir gain de cause. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, ça se rejoint au final, où on a un petit peu plusieurs perspectives, mais la mise en œuvre est toujours quand même assez complexe. Je vous ai dit que je ferais référence à ce rapport allemand sur l'égalité dans le domaine numérique. Il mentionne en fait une certaine obligation de check des données dans tout ce qu'on produit, c'est-à-dire vraiment, donc c'est l'université de Chicago, donc le rapport allemand qui fait référence à une université aux USA, qui met à disposition des développeurs de l'apprentissage automatique, donc développeurs dans la formation, des scientifiques, des données et des responsables politiques, une boîte à outils d'audit ouvert qui s'appelle Equitas, qui vise à contribuer à des processus décisionnels transparents, équitables, non discriminatoires, basés sur les algorithmes. Donc une espèce d'algorithme qui corrigerait les éventuels biais algorithmiques. Donc il y en a un petit peu comme ça, il y en a plusieurs, c'était un des exemples mentionnés en tout cas dans ce rapport. Un autre point commun qu'ont nos invités, c'est qu'ils sont les trois dans le monde académique. On a l'université de Neuchâtel, l'université de Zurich et puis l'université à distance, unidistance, voilà, plus exactement. Donc, à partir de là, est-ce que dans les recherches qui se font dans vos universités, on pourrait imaginer, donc, universités déjà, en tout cas ces trois, sont des universités publiques, payées par les fonds publics. La production qu'ils font doit servir à un intérêt public. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir une obligation de check? Donc, si on ne peut pas modifier les anciennes data, visiblement c'est un peu compliqué, au moins déjà garantir que l'innovation qui sort de nos universités, qu'elles soient un petit peu plus conformes, que les bases de données sur lesquelles on entraîne ces algorithmes qui soient plus complets. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer de rendre obligatoire, et si oui, par quels moyens, ces checks avant que ça sorte en travail de bachelor, en travail de master, en travail de semestre, travail de doctorat, en spin-off, en start-up et j'en passe. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec cette nature publique des institutions dans lesquelles vous êtes actifs, avec vos différentes casquettes aussi, où vous enseignez la conformité, la protection des données, le droit à l'innovation, est-ce que ce serait envisageable de le rendre obligatoire, une espèce de dernier check? Donc on avait parlé aussi un peu de cette notion de label, mais avant le label, donc vraiment juste sous l'angle de cette obligation du droit public.
vous hochez de la tête, mais... J'interviens volontiers. Moi, à ce stade, ce que je verrais pour réagir assez rapidement et de manière assez souple, c'est peut-être adopter des directives internes de vérification de certains critères, comme la CRVD l'a fait, avec des points à considérer. Donc, ce n'est pas une révolution en tant que telle, mais c'est déjà un grand pas en avant d'attirer l'attention sur certaines questions, peut-être qu'on ne se serait pas posées autrement. Déjà, c'est avancer avec du droit souple avant d'aller peut-être vers une construction un peu plus pérenne et ancrée solidement dans le monde juridique. Alors, il y a tout un chantier dont on n'a pas parlé, c'est la propriété intellectuelle, le droit des brevets, etc. Je pense qu'on ne va pas nécessairement ouvrir ce chantier-là, mais je dirais que pour poursuivre dans ce qu'a dit Samapos, il y a évidemment un code de conduite sur l'intégrité scientifique qui a été signé par le FNS, qui a été signé par InnoSuisse, par... Swiss Universities, et puis je crois même la Conférence suisse des hautes écoles, qui intègre évidemment des clauses d'interdiction du plagiat, par exemple, et puis qui donne évidemment des lignes directrices très fortes sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en matière de recherche. Ce code de conduite, je trouve qu'il est assez bien fait. Et évidemment qu'on pourrait, à mon avis, sans trop de problèmes, en tout cas à titre personnel, intégrer une réflexion sur cette question. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on utilise ChatGPT, mais on va évidemment utiliser bientôt plein d'autres intelligences artificielles. Et donc, ça va se poser la question de l'intégrité scientifique. Donc, à mon avis, on peut commencer par cette question d'autorégulation, puisque la Suisse adore l'autorégulation. Mais, tout à fait. Et dans le domaine de l'intégrité scientifique, je pense que c'est tout à fait juste. Et puis ensuite, de voir s'il y a d'autres éléments dans le domaine du droit des brevets et puis dans le domaine, disons, plus général des droits d'auteur. Alors, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'une chose dont il faut tenir compte, c'est que la question si une base de données ou une masse de données est biaisée ou non, ça dépend surtout du champ d'application, de ce qu'on fait avec ces données. Donc, il n'y a pas nécessairement une réponse oui ou non pour toutes les applications, mais ça dépend. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Voilà, on est là. On a mis quand même 20 minutes. Voilà. Donc... à mon avis, ça fait beaucoup plus de sens de se concentrer sur l'application des données et d'être sûr que les chercheurs, ils ont une obligation de réfléchir s'il y a un problème là, s'il y a des biais dans les données. Si les données sont utilisées pour un projet de recherche, au lieu d'essayer d'établir des bases de données qui ne sont pas biaisées du tout. Puis après, il y a des amalgames de données. Donc, cette semaine, vous avez probablement lu dans la presse que la Suisse est le pays le plus intelligent au monde. Great database d'info. Mais là, le rôle aussi, justement, de l'éducation, l'esprit critique, la recherche, toute une série de spécialistes qui sont en place, qui accompagnent la politique publique, qui accompagnent, qui développent le savoir et le cadre réglementaire, qui développent la pratique aussi juridique. J'ai une question, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est un peu, je provoque un peu, mais disons, on a parlé aussi ce matin de ces algorithmes qui prédisent un certain nombre de faits qui sont utilisés par la police. On a aussi eu déjà une votation. C'était la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Ça a été accepté, sauf erreur, à plus de 50%, je ne sais plus si c'était 56 ou comme ça. Et finalement, à travers cette loi sur les mesures policières, dans un intérêt public de sécurité générale, eh bien, on a donné une base légale, en fait, à toutes ces entités de surveillance et de sécurité d'utiliser les reconnaissances faciales, notamment d'utiliser des outils de prédiction judiciaire. Cette introduction, donc c'était entre 2018, les discussions politiques ont commencé, puis c'est entré en vigueur en 2022. Donc c'était déjà quelques années en arrière. Eh bien, il y avait 71 professeurs et professeurs. C'est là qu'on voit qu'on a vraiment un besoin de développer aussi le vocabulaire et d'utiliser les termes, qui se sont déterminés en disant attention, attention, cela porte atteinte à c'est toute une liste de droits fondamentaux. Et la votation est passée. Ça, on n'en a pas tenu compte. Maintenant, on est 5 ans plus tard. On essaye de réglementer, enfin, on va commencer à essayer de réglementer l'IA en Suisse. Est-ce que l'IA fait du forcing ? Une espèce de hop, on y va, la charrue avant les bœufs. Hein. Est-ce qu'on est trop lent dans notre détermination, dans notre connaissance du contexte ? Ou est-ce qu'on est trop impuissant finalement ? Ou est-ce que c'est un doux mélange des trois ? Mais en soi, est-ce qu'on est plus armé, mieux armé aujourd'hui qu'il y a 5 ans en arrière pour poser un certain nombre d'exigences par rapport à ce contexte d'utilisation et de développement de ces technologies? Pas tellement. Hein. Moi, je veux bien. Ça dépend. Non. Je pense paradoxalement qu'on est mieux armé parce qu'on a davantage pris conscience de ce que ça signifiait sur nos propres libertés, l'intelligence artificielle. Je pense qu'au moment des débats sur la loi sur le renseignement, je pense que le service de renseignement de la Confédération, même s'il était assez discrédité à l'époque, avait toute la confiance parce qu'il fallait lutter contre le terrorisme. Je me rappelle en tout cas de débats où finalement les professeurs de droit pénal et les professeurs de droit pénal étaient assez seuls dans ce débat. On croyait que c'était quelque chose qui relevait des juristes et des pénalistes et des constitutionnalistes. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus armé parce qu'on prend davantage conscience, notamment grâce à la recherche et grâce à des symposiums comme ceux-là, qu'il y a des biais, qu'il y a des discriminations extrêmement fortes dans le marché du travail qui concernent en fait toute la vie de tout le monde et que la police prédictive a aussi des biais parce que, disons, on augmente le soupçon sur des personnes en fonction des programmes. J'en ai montré quelques-uns. Tous les cantons sont dotés d'instruments de police prédictive et certains de ces programmes n'ont que comme base légale la clause générale de police et certains de ces programmes intègrent des programmes liés à la personne qui sont uniquement basés sur des soupçons. C'est quand même des programmes très invasifs et qui portent atteinte aux libertés de manière assez claire. Donc je pense qu'on est plus armé qu'il y a 5 ou 10 ans. Maintenant, la question, à mon avis, l'enjeu, c'est de faire un cadre légal qui ne soit pas que réactif, qui puisse être proactif, de mettre la société en dynamique, d'avoir envie de contrôler aussi ces éléments. Peut-être une remarque. Donc la loi qu'on a maintenant en Suisse, il y avait des initiatives assez similaires dans plusieurs pays en Europe et la Cour de justice de l'Union européenne a dû rendre des décisions sur la question si ça viole des droits fondamentaux ou non, si c'est permissible pour un État membre de l'Union européenne d'avoir des lois similaires comme on l'a maintenant en Suisse.
Et dans les deux décisions qu'on avait, 2 fois, c'était clair que ce n'était pas faisable, que c'était une violation des droits fondamentaux garantis par la Charte européenne des droits fondamentaux. Tandis qu'en Suisse, la population, on a voté sur ça. Et comme vous avez mentionné, bien sûr, la question, c'est toujours sécurité contre protection de la vie privée. Et là, la population, une majorité en Suisse, a voté pour la sécurité. Même si, d'un point de vue purement juridique, on peut se demander si c'est quand même une violation des droits fondamentaux. Et donc, pour moi, c'est assez intéressant quand même que les gens étaient d'accord avec cette sorte de contrôle étatique. Et je crois que c'est à la fin, ce qu'il faut avoir, c'est toujours une base légale claire pour la police prédictive et des initiatives similaires. Et si on vote sur ces questions comme population, on est libre de décider et de peser les intérêts et de voter une fois comme ça, une autre fois autrement. Et si la majorité de la population est d'accord, bon, c'est peut-être quand même un signe que la vie privée et les contrôles qui sont établis pour l'État, pour les gens, est moins important qu'un certain niveau de sécurité. Et ça, bien sûr, cette question, ou la réponse à cette question, ça dépend toujours de l'état général de la société. Maintenant, vu les dangers qu'on a autour de nous, l'atmosphère est un peu différente qu'il y a peut-être 25 ans. Donc ça va changer, mais l'important, c'est qu'on a un débat et qu'il y a la transparence, que la population sache au fait ce qui se passe, ce que les autorités peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. S'il n'y a pas de base légale, à mon avis, il y a un grand risque que ces acteurs, donc Secret Service, etc., ils vont le faire tout de même. Et je ne crois pas que ce serait un état favorable. Comme on a le temps qui file, j'avais juste un dernier point, c'est le besoin de visibilité. Donc on a des expertises. Ici à la table, on a des expertises aussi parmi vous. Il y a une importance de les rendre visibles pour que ce savoir se diffuse. Donc j'ai fait un petit check. Visiblement, seules 3 hautes écoles ont des directives de panel mixte. Sur les 51 institutions accréditées en Suisse, seules 3 ont des directives très claires de composition d'un panel de représentation du savoir dans leurs hautes écoles qui doivent être justement gender balanced. Donc c'est intéressant. Donc si vous rentrez dans vos universités, dans vos différents milieux, prenez ces dispositions, c'est important d'une part, et d'autre part, vous, individuellement, je vous invite à remplir un formulaire. Il y a une base de données nationale des compétences qui a été développée par Alliance F et ensuite financée par Swiss Women Network, qui s'appelle She Knows, base de données dans laquelle vous pouvez former vos profils, et quand des journalistes où des panels doivent être formés, eh bien, vous mentionnez très clairement être à disposition avec vos compétences détaillées pour répondre à ces questions. Parce qu'une des réponses aussi pour faire évoluer ce savoir, c'est de dire « mais il n'y en a pas des spécialistes dans ce domaine ». Et puis, ben voilà, il y a une initiative fédérale qui met en lumière ces compétences-là. On a un peu dépassé le temps. Mais parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On en est avec le programme un peu trop tard, c'est fini. Mais non, on peut quand même poser 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public qui sont non retenables comme ça? Vous avez trop envie de la poser? Ou utiliser le cube une dernière fois. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie tous les 4. On peut les applaudir.